Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Psychologie de comptoir. Cette fois, nous allons parler de plusieurs types de personnages que l'on retrouve dans beaucoup d'œuvres du cinéma mais aussi des séries. Pas d'évolution de personnages, principalement de la construction. Au cinéma, ou dans les séries aussi, on retrouve un thème assez récurrent autour du personnage de la femme, la carrière. Et même si l'univers est différent selon les films, on va avoir la même analyse du personnage de la femme dans les conditions de son nouveau travail, qu'il lui plaise ou non. Nous allons nous intéresser à un modèle de carrière en particulier pour notre cas, puisque nous allons apprendre à coudre un personnage dans le domaine de la mode. Vous l'avez, coudre, construire... Ok, on reprend. On va donc apprendre à construire un personnage dans ce domaine en particulier et notamment autour du pilier du genre, le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada est un film de David Frankel sorti en 2006 racontant l'histoire d'Andrea, une jeune femme qui souhaite devenir journaliste. Afin d'avoir un peu d'expérience, elle tente de postuler pour Runway, un des plus grands magazines de mode du pays. Elle travaille alors pour Miranda Priestly, rédactrice en chef du magazine et l'une des pires tyrans du métier. Si je dis que ce film est un pilier de son genre, c'est bien parce qu'il est un modèle de développement des différents personnages que l'on retrouve dans ce genre de film ou de série. Malgré tout, il n'est pas le premier des œuvres dont nous allons parler aujourd'hui puisque Le Destin de Lisa sortait un an auparavant, Ugly Betty se lançant à sa suite la même année que Le Diable s'habille en Prada. Pour autant, nous allons trouver des patterns très réguliers dans les 5 œuvres que nous aborderons aujourd'hui. Avant de s'intéresser au personnage central, ici Andrea, nous allons voir l'entourage du personnage. Je commence par cette étape car ce ne sont pas les personnages que l'on va éplucher en détail. Mais toujours dans ce genre d'œuvre, vous allez avoir le directeur artistique du patron ou de la patronne. C'est un peu la bonne fée du personnage central. Il peut procurer des tenues ou des produits pour le personnage afin qu'il soit plus en phase avec le monde de requins dans lequel il entre. Il est aussi un soutien psychologique qui va aider le personnage central à se développer et un ami dans cet univers où le personnage principal va être mis de côté. Sans lui, le personnage principal s'effondre avant la moitié du film. Nous avons ensuite l'assistant direct du rédacteur ou de la rédactrice. Même s'il ne montre pas son appréciation pour le personnage central, il va l'aider et l'aiguiller pour son nouveau travail, non sans une pique ou deux sur sa tenue, son apparence générale ou tout autre détail qui peuvent le différencier des autres. C'est un personnage cependant bloqué car malgré sa dévotion pour son travail et son goût implacable pour les dernières tendances, c'est un personnage qui n'aura jamais ce qu'il souhaite et malgré tous les sacrifices qu'il fera pour sa place, jamais il n'aura ce pourquoi il travaille. Et enfin, nous allons commencer par décortiquer le personnage d'Andrea, le personnage type de la femme qui développe sa carrière, que ce soit dans le monde de la mode ou dans tout autre univers d'ailleurs. Psychologiquement, c'est un personnage faible avec des grosses guillemets. Pourquoi les guillemets? Car généralement dans ce genre d'œuvre, la faiblesse se traduit par la gentillesse. Le personnage est trop gentil ou trop naïf pour se rebeller ou prendre son destin en main. Son plus gros défaut est qu'elle est souvent empotée ou distraite. La moindre chose attire son regard, ce qui peut faire d'elle une gêne dans un monde aussi dynamique que celui de la mode où les employés courent absolument partout. Malgré tout, c'est une personne courageuse qui ose donner son opinion même si l'on ne l'écoute pas toujours. Physiquement, c'est un personnage qui n'a pas le sens de la mode. Là où la plupart des employés qui vont l'entourer seront habillés à la dernière pointe de la mode, le personnage central va privilégier le confort au détriment de la beauté. Cependant, qu'est-ce qui fait qu'à travers le confort, on reconnaît l'absence de sens de la mode dans le personnage ? Étant donné que le style et les goûts sont subjectifs, il faut ancrer que le personnage n'est pas dans son élément. La première étape est donc d'homogénéiser l'apparence de tous les autres employés en leur donnant un style impeccable. Vêtements serrés, couleurs assez neutres et discrètes, souvent mentionnées comme de la haute couture, toujours des chaussures à talons pour les femmes, etc. Quand le monde est homogénéisé, il est plus difficile d'ignorer les différences du personnage principal qui, lui, sera affublé de tenues colorées, de formes différentes, genre un pull large avec une jupe crayon colle au corps, et surtout des chaussures plates qui lui donnent un air moins élancé et plus pâteau. Le but du personnage à l'origine est de se développer professionnellement. Que ce soit dans un univers qu'il apprécie ou non, il recherche de l'expérience un moyen de s'ouvrir des portes pour les magazines où il souhaite travailler. Ici, Andrea postule à Runway car une fois que l'on y passe, on peut s'ouvrir toutes les portes de tous les magazines et les journaux des États-Unis. Elle est embauchée par Miranda car selon elle, elle est différente et qu'elle espère donc une autre vision des assistantes qui ont pu travailler pour elle. C'est une sorte d'embauche par défaut, vous avez les qualités mais franchement le look va pas avec. Cependant, ce développement professionnel dans ce monde ne peut se faire sans un changement personnel. Pour être prise au sérieux, le personnage va devoir s'homogénéiser afin d'entrer dans le moule, quelque chose qu'il ne pourra pas faire sans sa bonne fée. Ce changement de comportement et d'apparence affectera la personnalité du personnage, mais il s'agit d'un changement temporaire dû à... L'environnement, je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant, pourquoi vous ne répondez pas? Ah oui, c'est vrai, c'est une vidéo.
Bon, pour reprendre sérieusement, le personnage va donc commencer à s'intéresser à la mode, à son apparence, conformément à son environnement, mais aussi à son comportement. Il doit gagner en confiance et c'est pas avec des chaussures plates qu'on se donne de l'élan, bon sang. Au début, cet intérêt est une façade, il s'agit juste de rentrer dans un moule qui n'est pas le sien. C'est assez propre à beaucoup d'œuvres d'ailleurs. Intégrer un nouveau milieu force le personnage à s'adapter, à changer, à prendre les habitudes des autres pour devenir l'un des leurs, au risque de changer soi-même. C'est ce qui arrive d'ailleurs à Andrea, en se démenant pour entrer dans le moule, être appréciée de sa patronne, elle devient quelqu'un d'autre qui comprend que les opportunités de travail valent mieux que n'importe quoi d'autre, au détriment de l'amitié. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, le personnage va adopter le comportement qu'il trouve lui-même dégradant au début du film, sans qu'il ne s'en rende compte, puis, après avoir perdu beaucoup de choses pour en obtenir une, se rend compte de son erreur et décide de tout arrêter pour revenir à quelque chose de plus sain, plus à l'image de ce qu'il ou elle était. Comme je l'avais expliqué dans le dernier épisode, l'environnement affecte le personnage de manière temporaire et lui permet de se développer dans un nouvel état. Cependant, c'est un état temporaire qui lui permet de comprendre qui il est réellement et ce qu'il veut. Par contre, il a quand même acquis des qualités qui lui seront utiles comme toute expérience professionnelle. Savoir ce que l'on veut, être confiant, soi-même, etc. C'est un développement positif pour le personnage qui, à la fin, sait où il se trouve et où il va. Donc pour résumer pour ce personnage, c'est un personnage non conforme au code de la mode qui est là pour se développer professionnellement, mais qui va acquérir de nouvelles capacités émotionnelles comme la confiance et la rigueur. Il va aussi changer physiquement de par sa garde-robe, des couleurs autour de taille. Nous allons donc passer au prochain personnage qui lui est le même dans toutes les œuvres que j'ai citées précédemment, la patronne. Et pour les décrire avant de les éplucher, je vais utiliser le terme Cruella de Vil sans le meurtre. 1, 2, 3, 4. Cruelle diablesse. Cruelle diablesse, elle jette tant de sorts à toute la ville. Chacun a le frisson dès qu'il la voit. Cruelle, cruelle diablesse. Vas-y Disney, essaye de me straquer sur ma super reprise de Cruelle diablesse. Désolé. Épluchons. Alors on va parler exclusivement de la patronne et non pas du patron car il n'y a pas grand chose à décortiquer chez le patron. Le patron est généralement un homme si l'histoire est orientée sur la romance et non pas sur la carrière en elle-même, c'est-à-dire que l'employé peut être à n'importe quel poste que cela ne changerait rien. Donc on va développer celui de la patronne et voir ensemble ce qu'elle représente pour le personnage central dans ce qu'elle est. Physiquement, c'est une femme d'un certain âge, au moins la quarantaine, voire la cinquantaine. L'âge est important car la vieillesse au cinéma peut souligner une personne expérimentée mais qui ne vit cependant pas avec son temps, toujours dans l'optique de la remplacer par quelqu'un de plus jeune. Si elle est jeune, c'est qu'il s'agit, comme certains patrons du genre, d'un héritage récemment obtenu. Elle est grande, élégante et charismatique. Elles sont d'ailleurs introduites par leur démarche, leur style et leur unicité et non pas leur visage, contrairement au personnage de l'employé. D'un point de vue socioculturel, c'est une femme qui a dédié sa vie à sa carrière, ce qui sera très important pour la suite, mais dont on sait peu de choses sur le passé et le présent au début de l'œuvre. Et peu importe que l'on soit dans une œuvre romantique ou dans un film orienté autour de la carrière du personnage central, elle sera toujours effrayante et détestée. Miranda Priestly par exemple, avant même qu'on ne la rencontre, on comprend qu'elle effraie tout le monde. Toute la scène de son arrivée est chorégraphiée de sorte à ce que son chemin soit tout tracé. Elle n'a pas à faire demi-tour, à se serrer dans le couloir, à prendre un ascenseur bondé pour monter à son étage, bref, tout est ouvert pour Miranda Priestly. Puis, une fois qu'on la rencontre, on comprend qu'en plus d'effrayer les employés à l'idée de faire un pet de travers, elle est méchante. Elle cingle sur la moindre erreur, regarde les gens de haut, n'a aucune patience envers les personnes hésitantes, bref, c'est une femme de caractère qui aime qu'on aille droit au but. Personne ne sait exactement ce qui se passe dans sa vie jusqu'au jour où Andrea fait l'erreur monumentale de se rendre à l'étage, surprenant la dispute entre son mari et Miranda. On comprend entre les lignes, et notamment lorsqu'ils se séparent, que la carrière trop envahissante de la rédactrice en chef empiète sur sa vie personnelle et amoureuse au point que cela soit insupportable pour la famille Priestly, mais aussi pour ses amis puisque Nigel en fera les frais alors qu'elle décide de sacrifier sa carrière pour sauver son poste de rédactrice en chef. Ici, Miranda est présentée comme une opportuniste, une carriériste qui fait passer le travail avant sa famille, une brouille maladive du travail et une femme profondément cruelle envers les erreurs de ses propres employés. Et cette représentation de la femme aigrie, débordée, seule et vivant que pour son travail est assez propre à toutes les représentations de femmes au top de leur carrière au cinéma ou dans les séries. Cependant, il existe une petite perle dont je ne vous ai pas encore parlé et qui arrive à se détacher de toute cette construction stéréotypée, The Bold Type. The Bold Type est une série de 2017 créée par Sarah Watson. On se retrouve au sein d'un des plus grands magazines de mode, Scarlet, dirigé par une main de fer, celle de Jacqueline Carlyle.
Dès son introduction, on la présente comme une femme puissante qui effraie non pas par ses mots et sa manière d'être, mais par son charisme et les opinions qu'elle peut avoir sur le travail de chacun. Jane Sloan, nouvelle rédactrice du magazine, veut impressionner cette femme qu'elle voit comme une tyran, ce qui nous mène naturellement à penser que Jacqueline l'est. Elle lui envoie un mail à la dernière minute pour lui dire que son idée n'est pas la bonne, le regard qu'elle lance à Jane lors de son entrée de la salle de réunion a l'air nargueur et jugeant, et on comprend qu'elle est en position de force dans la situation. Cependant, dès le premier épisode, on comprend que Jacqueline n'est pas du tout la patronne type des magazines de mode, ou du moins comme on l'imagine. On retrouve les mêmes caractéristiques physiques, psychologiques et socioculturelles que Miranda. Jacqueline Carlyle est une femme grande, élancée d'une quarantaine voire cinquantaine d'années. Elle est effrayante et visiblement détestée par Jane et ses amis au début de la série. Enfin, elle a une vie très active qui l'empêche de pouvoir passer énormément de temps avec ses enfants et son mari que l'on rencontre à la mi-saison. Alors, qu'est-ce qui la différencie de sa collègue de Runway? C'est simple, l'interprétation. La technique est de piocher dans ce que l'on connaît déjà dans ce domaine, de reprendre les codes américains qui forgent le cinéma de par sa visibilité dans les salles, et à partir de ça, construire un personnage qui n'aura pas le même développement que les autres que l'on connaît déjà, le tout pour surprendre le spectateur. Et comment on aide à comprendre qu'elles sont différentes? Deux méthodes. Vous faire identifier au personnage de l'employé, puis la méthode du développement aux yeux du personnage. Lors de mon dernier épisode, celui sur les amis imaginaires, j'ai abordé le cas du personnage Severus Rogue, le méchant typique qui fait peur aux enfants mais qui est en fait un allié de ce dernier. On est exactement dans le même cas ici. Imaginez la scène. Vous avez pitché plein de nouvelles idées à votre employeur et attendez impatiemment sa validation pour écrire votre article. Mais alors que vous attendez et attendez et attendez, vous ne recevez la réponse de votre patron ou votre patronne qu'au moment de la réunion, le tout pour vous dire que vos idées ne sont pas bonnes et qu'on attend autre chose de vous. Comment le prenez-vous ? Le but est que vous ayez l'impression qu'ici, Jacqueline essaye de saboter le travail de Jen ou de lui mettre la pression car elle vient d'avoir une promotion. C'est ce que pense Jen et vous devez ressentir la même chose. Et naturellement, on y croit car c'est ainsi que beaucoup de personnages sont construits. Le but est de pousser le personnage dans ses retranchements pour savoir s'il a le cran de tenir face à la pression. Mais dans cette série, la réalité est tout autre. Quand Jen finit par avoir une conversation avec Jacqueline, cette dernière montre alors un visage qui peut surprendre lorsqu'on s'habitue au code de la patronne aigrie, puisqu'en fait, si les sujets ne lui plaisent pas, c'est parce qu'elle trouve qu'il ne challenge pas assez la jeune femme. Elle veut que Jane se développe, qu'elle sorte des sentiers battus, qu'elle se découvre grâce à ce nouveau poste et qu'elle puisse proposer d'autres sujets immédiatement si refus. On est loin de l'exploitation abusive d'Andrea par Miranda qui veut voir si elle peut tenir le coup. Et cette relation entre Jane et Jacqueline est la même qu'avec les deux autres protagonistes, en particulier avec Kat qui s'occupe du poste de la direction marketing sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Le but est en effet que le personnage se développe professionnellement mais dans un cadre bénéfique. Comparons deux situations si vous le voulez bien. Si vous ne voulez pas, tant pis, c'est moi qui parle. Moi. Non, par contre, ne quittez pas la vidéo, s'il vous plaît. Bon, comparons cette scène où les deux employés font des erreurs et la gestion de la part de la patronne. Andrea doit rendre le book à Miranda chez elle, cependant, Emily lui fait comprendre qu'il y a des instructions à respecter. La plus importante est de ne jamais monter à l'étage et de ne s'adresser à personne. Il faut qu'elle range les vêtements propres dans la penderie en face de l'escalier et pose le livre sur la table avec des fleurs. Cependant, si la tâche semble facile quand Emily l'énonce, il s'avère que la multiplication des choix de disposition rend la tâche difficile pour l'assistante. Heureusement ou pas, les jumelles de Miranda lui donnent des directives pour ranger les vêtements, mais lui proposent de monter pour déposer le book. C'est alors que Andrea surprend une dispute entre sa patronne et son mari. Catastrophe. Mais bon, rien de très grave, c'est la première fois qu'elle amène le book, elle a paniqué, elle a juste surpris la fin de la conversation et elle ne dira à personne, ce n'est pas grave, hein ? Pas pour Miranda. Car quand Andrea revient au boulot le lendemain, tout le monde a bien compris que Miranda n'était pas contente et, en guise de punition, elle lui demande de récupérer le 7e livre d'Harry Potter en 2 exemplaires. Sauf que le livre n'est pas prévu à la sortie avant l'année suivante. Cette punition est sordide car dans les faits, et si on n'était pas au cinéma, Andrea n'aurait jamais pu obtenir ce manuscrit, ce qui sous-entend que quoi qu'il arrive, vous serez viré si vous n'y arrivez pas. Mais on ne vous vire pas pour une petite erreur, on vous vire car vous n'avez pas su gérer l'attente de l'entreprise et c'est totalement vicieux. De l'autre côté, on a Kat qui décide malgré le refus du conseil de publier des photos sur le hashtag FreeNipples, littéralement libérons les tétons, et qui a pour but de sensibiliser sur le cancer du sein. Cependant, si le conseil refuse, c'est parce que la publication des mamelons féminins est censurable sur les réseaux sociaux, et le risque est que Scarlett perde l'accès à son réseau social le plus actif auprès de ses lecteurs et lectrices. Kat se contente alors de montrer des photos représentant de manière suggestive la poitrine féminine quand elle reçoit un SMS de son amie Adena qui lui donne une idée. Elle prend alors le téton d'un homme en photo et en rognant cette dernière, l'utilise afin de prouver la politique ridicule des réseaux sociaux concernant les tétons. Mais encore une fois, le conseil intervient car la photo est signalée, prise pour le téton d'une femme, ce qui risque une fermeture définitive du compte pour quelque chose qui n'est consulté que par à peine 2% du public.
C'est tout de même la deuxième fois que l'on reprend la jeune femme sur la communication faite pour ce mouvement et pourtant, Jacqueline ne punit pas à proprement parler. Elle est réprimandée à juste titre et on lui donne l'opportunité de faire ce qu'elle souhaite mais autrement. Et c'est le cas pour toutes les situations où les personnages employés font des erreurs de jugement. Comme je vous le disais, la différence entre Miranda et Jacqueline est une question d'interprétation. Il est normal en tant que patron de réprimander un employé qui agit en défaveur de la société pour laquelle il travaille. Cependant, il y a être exigeant pour son entreprise et être méchant. Dans l'atelier, une série japonaise créée par Naoko Adachi en 2015, Mayuko pense pouvoir gérer la prise de taille et le devis pour une nouvelle cliente qui par la suite annulera sa commande. La patronne, Mayumi Nanjo, la réprimande car en plus d'avoir voulu n'en faire qu'à sa tête, la jeune femme a ignoré les instructions données par ses supérieurs qui lui demandaient de l'appeler si une cliente venait à venir sans rendez-vous. Son comportement fait perdre une cliente que Nanjo convoitait depuis longtemps puisqu'elle l'avait repérée à plusieurs reprises devant la boutique sans jamais entrer. Et même si au final la raison de son annulation était due à son manque d'argent plutôt qu'au comportement de Mayuko, la réprimande est justifiée. Ici, les deux patronnes ne sont pas méchantes, elles sont réalistes face à l'entreprise qu'elles dirigent. Il s'agit de mettre les points sur les i avec les employés qui font des erreurs, non pas de les punir pour les avoir surpris dans leur intimité. L'erreur d'Andrea est innocente en soi, elle ne savait pas où mettre le bouc et a pensé qu'il serait judicieux d'écouter les jumelles, sans se douter qu'elle surprendrait une conversation privée entre sa patronne et son mari, ce qui ne serait jamais arrivé si elle n'avait pas voulu bien faire et qu'elle n'avait pas paniqué face au manque de clarté des instructions. Et au lieu d'avoir une discussion avec elle, Miranda lui fait vivre la vie dure en espérant la renvoyer pour son affront. Au final, même si Jacqueline et Miranda sont construites de la même façon, elles se distinguent par la volonté du réalisateur et du scénariste. Dans les deux cas, on montre deux femmes haut placées avec un caractère franc et une vie sociale des plus compliquées de par leur poste, mais leur finalité n'est pas la même. D'un côté, on a une personne volontairement méchante qui agit en sa faveur plutôt que celle des autres et qui sacrifie sa vie personnelle au détriment de sa vie professionnelle. De l'autre, on a une personne autoritaire qui sait remettre son équipe à sa place, mais qui le fait en faveur des carrières de ses employés dans le but de leur développement et surtout qui est certes débordée par son travail, mais que sa famille comprend et accepte. Et cette construction dépend du personnage central. Si le but de ce dernier est de se développer mais aussi de se rendre compte de ses besoins et de ce qu'il souhaite, la construction de Miranda sera utile car elle lui permettra de pousser le personnage dans ses retranchements et de découvrir que ce qu'est Miranda n'est pas ce qu'elle recherche. Si le but est de se développer grâce aux erreurs et la volonté d'explorer, l'aspect pédagogue de Jacqueline sera de mise afin de créer une figure d'admiration et de confiance au sein de l'entreprise. Combien de pages ? 6 ? Ok, il est temps de conclure. Je sais pas comment conclure cet épisode car je me suis énormément dispersée dans le développement de deux types de personnages différents, mais je vais essayer de résumer tout ça. Le cinéma, qu'on le veuille ou non, est voué à se répéter. On dit qu'aujourd'hui tous les films et les personnages se ressemblent, mais c'était la même chose avant et il suffit de décortiquer la carrière de certains acteurs ou les différents films par décennie ou pays pour comprendre à quoi cela est dû, à la représentation de la société. Le cinéma et les séries s'adaptent à la demande du spectateur, mais aussi à l'image de la société et de sa culture, et même ce qui peut paraître original ne l'est pas réellement. En conséquence, on se retrouve avec des codes qui se suivent d'année en année, qui construisent des archétypes de personnages que l'on peut retrouver partout et qui fait aussi que parfois, si on est un peu assidu à la pratique de décortiquer les films, on sait exactement ce qui va arriver à qui et pourquoi. Ça retire un peu de magie, mais c'est comme ça. Le pouvoir du scénariste cependant, c'est d'user des codes que l'on connaît déjà pour surprendre le spectateur de par le changement d'interprétation. Par exemple, le fait que l'on introduise les employés par leur visage et par leur quotidien et le patron par sa démarche et non son visage permet une identification au personnage de l'employé immédiate, mais aussi d'établir une sorte de relation de supériorité entre le patron et vous-même. C'est pour cela que l'on appréhende Jacqueline, toute son entrée est faite pour que vous la détestiez avant même de la connaître. Vous êtes à la place de l'employé qui se fait une idée sur elle et qui apprend à la connaître parce qu'elle s'ouvre à elle. Voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode et c'est déjà pas mal. J'espère qu'il vous aura plu. Le prochain épisode sera totalement différent de ceux habituels, donc je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram principalement, afin de suivre tout ça de près. Si vous avez aimé, partagez, likez, que ce soit le cas ou pas, n'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Je vous retrouve donc pour un mini-épisode dans les prochaines semaines et d'ici là, profitez bien de votre été. Des bisous!